Nous allons recommencer, je suis juste pour rester à l'heure. Donc, dans la construction de ce symposium, nous avons parlé, comme vous vous souvenez, des notions nationales d'innovation, technologie, le sens que nous avons eu du spectre des paramètres, si vous voulez, qu'on doit adopter. Vous avez eu des exemples spécifiques d'application de ces concepts au niveau de la génomique, au niveau de l'analyse de la maladie d'Alzheimer. Mais il y a un sujet qui est toujours sous-jacent, dont on ne parle pas assez, c'est la réaction du public vis-à-vis de l'innovation, de la science et de la technologie. Et il faut le dire que sur les 50 dernières années, l'engouement du public pour les avancées de recherche et de technologie a diminué à travers le monde. Il y a une méfiance. Et cette méfiance est peut-être la plus manifeste dans ce qui est l'émergence des nanotechnologies, surtout avec des romans qui ont été publiés un peu à droite, à gauche, sur le danger des nanobots, c'est-à-dire des robots nanobotiques qui peuvent changer la race humaine. Et donc, comme nous avons pensé à avoir une couverture de ce sujet-là, le nom de William Dambs est venu à notre attention. Il est la chaire d'hygiène, il tient la chaire d'hygiène et de sécurité au Conservatoire national des arts et métiers. Il est l'ancien directeur général de la santé. Il va nous parler des nanotechnologies et craintes sociales. Ce qui est vraiment intéressant dans l'histoire de William Dambs, c'est qu'il est médecin et épidémiologiste, mais il est aussi spécialiste de sécurité sanitaire. Donc il est à l'interface des réactions du public vis-à-vis des problèmes de santé, et il reste directement confronté aux multiples interactions entre innovation, progrès et société. Et c'est un thème central que je crois qu'on ignore souvent dans les discussions sur les facteurs humains de l'innovation. Et il va nous présenter aujourd'hui son expérience sur cette gestion une gestion des incertitudes, parce qu'à la fin, on ne connaît pas vraiment à tout moment tous les risques d'une technologie, et les craintes sociales, en se concentrant sur un exemple clé, l'exemple des nanotechnologies. William. Bonjour mesdames et messieurs, à 12h30, je faisais face à votre risque d'hypoglycémie. À 14h15, mon défi est de vous garder réveillés. Alors je vais faire de mon mieux. Merci Elias de cette invitation, de cette réflexion très stimulante à laquelle vous nous donnez la chance de participer. Merci à Nicolas pour le rôle qu'il joue dans tout ça et dans beaucoup des expériences dont je vais vous parler. Nicolas Postelvinet a été à mes côtés. Donc je vais témoigner en fait. Je ne vais pas faire un cours, je ne vais pas théoriser. Je vais témoigner, faire un retour de mon expérience comme gestionnaire de risque de sécurité sanitaire à la direction générale de la santé et aussi comme animateur d'un dispositif de débat sociotechnique qui s'appelle le Nanoforum du CNAM. Vous avez sur cette diapositive les principaux arguments que je vais développer et je vais effectivement, comme le disait Elias, me placer d'un point de vue différent de celui dont vous avez entendu parler jusqu'ici aujourd'hui, c'est-à-dire moins un point de vue scientifique et je vais essayer de me mettre à la place des citoyens, en tout cas de regarder ce que la science dit de la place des citoyens dans les processus de gouvernance. L'enchaînement du raisonnement est assez simple. Il y a toujours une part de risque, donc d'incertitude dans toute innovation. Mais ce que je vais fondamentalement vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans une société démocratique en tout cas, la gestion du risque, c'est-à-dire de l'incertitude, requiert une condition absolument indispensable, c'est celle de la confiance sociale. Et c'est vraiment là-dessus que je vais essayer de faire un développement, de vous montrer ce que j'ai essayé de créer et de l'appliquer au domaine des nanotechnologies qui ont quand même beaucoup de qualités pour devenir une sorte d'ennemi public numéro un.
Je rappelle ici dans cette maison que Pasteur avait bien compris déjà les rapports d'échelle dont nous a parlé ce matin M. Klausner, et certainement que ce qui se passe au niveau petit peut avoir de très grands retentissements. Le contexte, je pense que tout le monde le connaît. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui est intéressant en termes de société, c'est que quand on dit nanotechnologie, on fait immédiatement référence à des choses mystérieuses. On parle de manipulation de la matière. On parle d'une grande complexité scientifique, évidemment par définition d'une invisibilité des phénomènes, d'expositions qui sont involontaires, de soupçons de toxicité, je vous en montrerai quelques signaux, des bénéfices et des risques, sauf que ce qui se dit, c'est que les risques et les bénéfices ne sont pas pour les mêmes. Les bénéfices peuvent être pour les compagnies, saluons L'Oréal qui est un grand promoteur et utilisateur de nanotechnologie, mais en même temps qui nous permet d'être là aujourd'hui. Les risques seraient pour le public. Donc évidemment, cela pose un problème de gouvernance, de capacité de contrôle social, et par ailleurs, on est dans un domaine où, comme Elias vient de le dire, on sent que la nature, l'essence même de la nature humaine pourrait être transformée et pourrait être modifiée. Mais en même temps, il y a un appel au progrès. On sent, par exemple, dans le domaine du médicament, qu'il y a des voies extrêmement importantes et prometteuses. Au nom de ces promesses, quel risque peut-on prendre ? C'est ça la question qui nous est posée et face à laquelle nous devons développer une intelligence collective. D'autant plus que, au pays de Robespierre, il n'est pas complètement étonnant que des réactions très vives se soient fait sentir très rapidement. Quand le Premier ministre est arrivé à Grenoble pour inaugurer le pôle de Minatech, faisant de la France un leader mondial dans ce domaine, il a eu la surprise d'avoir à être protégé par les CRS qui n'étaient pas complètement dans la tonalité du discours de grand progrès qu'il s'apprêtait à prononcer. Et regardez, ce qui est surtout intéressant, c'est l'accroche du paragraphe du journaliste du Monde. En France, les officiels ne présentent que le côté positif des choses. Gardez ceci en mémoire. À Grenoble, toujours, un mouvement de contestation extrêmement radical s'est développé, connu sous la forme d'une association au demeurant remarquablement bien renseignée. Ils savent de quoi ils parlent, ces gens. Ils s'appellent Pièces et Main-d'œuvre. Et ils nous disent des choses comme « Il n'y a pas de fumée sans feu. Le déferlement de recommandations sur les nanotechnologies révèle la portée des critiques et la crainte des nanomètres. » Vous voyez comment est écrit « nanomètre » qui est celle d'un effet OGM. Parce que regardons la réalité en face, dans un pays où 80% de la population est devenue opposée aux OGM et où, par conséquent, le personnel politique, sauf à être suicidaire, ce qui n'est pas une tendance naturelle chez eux, ne peut que suivre cette inclinaison. L'enjeu est bien de savoir si, autour des nanotechnologies, une réaction de rejet social analogue pourrait se créer. Et si la France peut se passer des OGM comme grand pays agricole, il n'est pas sûr que pour nos enfants, il y ait encore une place dans ce pays si nous nous passons des nanotechnologies. Mais est-ce un argument pour faire n'importe quoi ? Alors débattons. Sauf qu'au pays de Robespierre, on a du mal à débattre. À Grenoble, je me suis personnellement intéressé à la situation. Les acteurs locaux ne peuvent même plus se porter considération les uns aux autres. Ils ne peuvent que s'invectiver. Le gouvernement, dans sa sagesse, a chargé la Commission nationale du débat public d'un grand débat sur les nanotechnologies qui, comme vous le savez sûrement, a été totalement saboté.
Même l'Association for l'American Advancement of Science l'avait noté. Good evening everybody, that's all. Jean Bergogneau, chair of the panel in charge of France National Debate on Nanotechnology, got to say, et après il a été interrompu. Ceci a eu des conséquences, par exemple, peu après l'interruption de ce débat, Madame Bréchignac qui dit non, je refuse de participer à un débat public. Quelles sont les questions que cette situation nous pose? Dans mon expérience, les tensions viennent que derrière les mots que tout le monde croit connaître se cachent des conceptions et des représentations très différentes. Qu'est-ce qu'un progrès? Pas la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce qu'un risque? Pas la même chose pour tout le monde. Les nanotechnologies représentent-elles une rupture? La plupart des textes scientifiques intéressants sur cette question nous rappellent que non. Que finalement, ce que l'on manipule au plan scientifique n'est jamais que l'univers quantique, qui n'est quand même pas une nouveauté toute récente. En revanche, ce que je crois, c'est que les nanotechnologies représentent une rupture, mais non pas une rupture dans la connaissance scientifique, mais une rupture dans la relation entre science, technique et société. C'est-à-dire qu'entre le moment où on découvre un nouveau concept, le moment où on met en place un outil capable de travailler la matière, et le moment où on passe à l'industrialisation et à la mise sur le marché du produit, il y a une fantastique accélération du temps qu'on aimerait sûrement voir en médecine. Là, c'est plus compliqué, mais dans le cas des objets manufacturés, en tout cas, il y a une fantastique accélération de la vitesse de translation entre un nouveau concept, un nouvel outil et une nouvelle production de masse. À partir de là, il nous faut réfléchir à qu'est-ce que le progrès, qu'est-ce que le risque et qui le définit, avec quels critères. Au cours du nanoforum du CNAM, il y a un exemple qui a été beaucoup discuté, c'est qu'on fabrique des chaussettes avec des nanoparticules d'argent. À l'état nanomoléculaire, l'argent a un pouvoir extraordinairement biocide. Ça fait que vous avez quasiment plus besoin de laver vos chaussettes. Très bien. En revanche, ce que les traiteurs d'eau, ceux qui sont en charge de fabriquer de l'eau que nous pouvons boire sans danger pour notre santé, nous disent, c'est que s'il y a trop de nanoparticules d'argent dans le milieu, les stations d'épuration ne vont plus pouvoir fonctionner. Qui décide que ça vaut le coup ou que ça ne vaut pas le coup de prendre un tel risque pour qu'on puisse acheter des chaussettes aux nanoparticules d'argent? Où est le progrès? On voit où est l'innovation. Mais comme le disait Elias, à quelles conditions une innovation est-elle porteuse de progrès? Cette réponse-là, à mon avis, n'est pas scientifique. C'est une réponse sociale. Et c'est cela que nous devons essayer de construire. Nous faisons face à de très nombreuses incertitudes. Quels sont les bénéfices? Quels sont les risques? Des incertitudes juridiques, des incertitudes métrologiques. On n'a pas d'outils nous permettant de mesurer les nanoparticules dans l'eau et dans l'air et dans les aliments à l'heure actuelle. Des grands défis éthiques, parce que derrière se cachent des outils très puissants, potentiels, de contrôle social. Nous sommes donc typiquement dans ce que Philippe Kurilski, il y a déjà un peu plus de 10 ans, appelait une situation de précaution. Là encore, précaution, c'est un prêt-à-penser. On voit bien que derrière l'idée même de précaution se cachent en fait beaucoup de conceptions différentes. Une option très radicale, qu'on entend souvent médiatiquement, veut qu'on interdise ou qu'on pose un moratoire tant qu'on n'y voit pas plus clair. À l'opposé, une version libérale dit « étiquetons et laissons le libre choix aux consommateurs ». On peut imaginer aussi une version ultra-libérale. Rien n'est démontré, n'empêchons pas l'innovation, nous verrons bien si des inconvénients apparaissent. Il y a une version, dont je me sens personnellement
la plus proche pour vous donner mes options, qui est une version que j'appelle un peu hygiéniste, c'est-à-dire un mélange de tout ça. Une mise en place d'une veille scientifique et technique très rigoureuse, une surveillance des populations les plus exposées, notamment les travailleurs impliqués dans la fabrication des nano-objets, et un processus de débat, et c'est celui-là que j'ai essayé, que j'ai expérimenté. Dans un contexte où, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a, notamment sur les nanoparticules, de très nombreux signaux que des risques de sécurité sanitaire peuvent exister. Mais je dis bien des signaux. À partir de quand un signal devient une preuve? Voilà une question à laquelle nous n'avons pas de réponse très claire à fournir. On peut bien sortir les critères de causalité utilisés en épidémiologie. La réalité est quand même beaucoup plus complexe que ça. À partir de quel niveau qualitatif et quantitatif de signal va-t-on considérer qu'une preuve de danger et une mesure de risque est disponible? Au plan épidémiologique sur les particules ultra-fines, au plan toxicologique, cellulaire et tissulaire, il existe de nombreuses interrogations sur la toxicité des nanomatériaux, avec quelque chose qui est particulièrement important, qui est une analogie qui commence à se faire jour entre certains nanotubes de carbone et certaines fibres d'amiante, ce qui va évidemment créer une très forte tension émotionnelle et par conséquent décisionnelle. Alors, il y a quelque chose que, comme gestionnaire du risque, j'ai touché du doigt à de nombreuses reprises, et j'ai récemment trouvé sur le site du Conseil d'analyse économique du Premier ministre une étude de comparaison internationale qui a, en quelque sorte, révélé l'intuition que j'avais. J'ai travaillé en France, un peu en Angleterre, un peu aux États-Unis, beaucoup au Canada, et jamais je me suis trouvé face à un tel sentiment de scepticisme méfiant qu'en France. Or, en fait, quand on regarde les études disponibles et qu'on pose tout simplement aux gens la question « est-il possible de faire confiance aux autres ?», on voit que la France se situe particulièrement bas dans l'échelle de confiance sociale. Dans cette étude qui est sur le site du Conseil d'analyse économique, on fait le lien entre confiance sociale et croissance économique, et les économistes discutent de cette relation empirique qui existe entre le fait que les pays à forte croissance sont des pays à forte confiance, l'inverse étant vrai. Mais moi, je me suis saisi de ces données plus en termes de gestionnaire de risque, c'est-à-dire de quelqu'un qui a touché du doigt le fait que sans une confiance que vous accordent les acteurs, vous ne pouvez pas gérer de l'incertitude. J'ai eu en particulier à gérer le risque de transmission transfusionnelle du prion, ce qui n'était pas n'importe quoi, puisque nous croisions la grande crise de santé publique des années 80, la grande crise de santé publique des années 90, et quand le directeur de l'Institut de veille sanitaire m'a appelé un soir pour me dire qu'il avait une très mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les 8e et 9e cas de Creutzfeldt-Jakob, nouveau variant humain en France, avaient été donneurs réguliers de sang avant qu'on sache, évidemment, qu'ils étaient malades, nous faisions face quand même à une menace de crise de sécurité sanitaire absolument majeure. Et j'ai fait de la construction de la confiance le principal axe qui nous a permis de gérer, je pense, de façon satisfaisante, du point de vue de tout le monde, y compris du point de vue de l'engagement des deniers publics, sur cette affaire. Donc la vraie question est comment obtenir un niveau de confiance sociale qui soit favorable à l'innovation. On ne peut pas séparer aujourd'hui la question de l'innovation de la question de la confiance sociale. Et ici, la sociologie nous apprend des choses, et nous apprend des choses depuis longtemps, et publiées dans les meilleures revues, et dans des revues qui n'ont pas l'habitude de publier très souvent des travaux de sociologie. Slovic et Kahneman ont été les pionniers de cette approche psychométrique. Kahneman a reçu un prix Nobel d'économie par la suite. L'essentiel de ce qu'ils nous apprennent en faisant des études quantitatives en population, c'est que le déterminant
de ce qui structure l'opinion face à un risque dans les pays occidentaux. Je n'étendrai pas cette connaissance au-delà. Dans la culture occidentale industrielle, les déterminants de la perception du risque sont prévisibles et sont connus et sont mesurés. Deux axes structurent l'opinion face à un risque. Le premier axe est l'axe horizontal, et cet axe s'appelle, dans les travaux de Slovic, l'axe de l'effroi. Il y a à droite de l'écran ce qui fait très peur, et on trouve ici, par exemple, tout ce qui est du domaine du nucléaire, et on trouve regroupé à gauche de l'analyse factorielle, c'est une analyse en composantes principales en fait qui a été faite, on trouve à gauche une des choses comme l'aspirine, la caféine, le vélo, qui ne font pas peur. On ne leur a pas donné un prix Nobel pour ça. Ils ont reçu un prix Nobel parce qu'ils ont trouvé la logique de l'axe vertical, de l'axe des ordonnées. Et cet axe est un axe d'incertitude, certitude en bas, incertitude en haut. Le point le plus bas de ce graphe est la dynamite, exposition pour laquelle les conséquences ne prêtent guère à incertitude. Le point le plus haut, ce sont les OGM. Le public sait qu'il y a des sujets sur lesquels les scientifiques ne s'accordent pas, sur lesquels il y a de l'incertitude, sur lesquels la science et la médecine et la technique ne savent pas dire, que par conséquent ce sont des sujets de controverse, et il se trouve que la controverse, ça fait peur à l'homme. Donc ce qu'ils nous ont fondamentalement appris, c'est que ces risques très hauts, c'est-à-dire qui ne sont pas observables directement au niveau individuel, auxquels nous sommes exposés involontairement, qui peuvent donner des effets retardés, qui relèvent des nouvelles technologies et sur laquelle la science a du mal à prendre position, ces risques-là sont des risques qui font peur. Ils ne font pas peur parce que les risques sont importants, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils nous font peur parce que les risques sont justement incertains. Plus la situation est incertaine en termes de risques et bénéfices, et plus il est absolument essentiel d'obtenir la confiance de tout le monde, de la population, des investisseurs, des électeurs, des élus, évidemment. Et ça, c'est crucial pour que l'innovation ait sa chance. À partir des modèles de Slovic et Kahneman, de nombreuses études ont été faites sur ce que le public sait et pense des nanotechnologies. Je ne veux pas vous dire ça en détail. En gros, ils ne savent pas grand-chose. Nous sommes dans une période relativement calme en termes de controverses, sauf en France, parce que ça, c'est chronique. Et la chose importante, et c'est ça qui se joue actuellement, c'est qu'en fait, il y a une grosse minorité de l'opinion qui est malléable, qui peut basculer à tout moment d'un côté ou de l'autre. C'est donc le moment où il nous faut construire un débat intelligent, non pas pour convaincre, mais pour créer un processus de contrôle social. En effet, la posture qu'il me paraît recommandable est une posture dans laquelle on met de l'avant non pas une volonté d'éduquer le peuple, bon, on est au Collège de France, qui est le temple de l'éducation du peuple, c'est très bien, je viens du Conservatoire des Arts et Métiers, un autre enfant de la Révolution, où on aime bien éduquer le peuple. Je pense que ce n'est pas par l'éducation qu'on peut résoudre aujourd'hui ces problèmes de complexité. Depuis Napoléon en France, il y a eu un système extrêmement efficace, un triangle de régulation qui a permis à notre pays de devenir un des premiers pays scientifiques et industriels du monde. Il s'est agi alors d'organiser une relation entre l'État, les experts, et notamment les grands corps techniques de l'État, comme ceux qui sont formés à l'école polytechnique voisine, enfin qui étaient voisines, et puis le monde des entrepreneurs. Quand il s'agissait de transformer de la connaissance en action, ce triangle a magnifiquement fonctionné.
Le problème aujourd'hui, il n'est pas de gérer la connaissance, il est de gérer l'incertitude pour que l'innovation puisse garder sa place. Le modèle du triangle n'est pas adapté dans une telle configuration. Il faut pouvoir ici impliquer la société civile au sens large, les collectivités, les organisations syndicales, les organisations non gouvernementales, les réseaux Internet, tous les réseaux intermédiaires qui aident à structurer une société. Le Grenelle de l'environnement et son succès, à la fois son succès et ses limites, mais malgré tout son succès, montre qu'il y a un appel à débat sur ce type de grands sujets et que de nouveaux modes de décision doivent être réfléchis pour faire face à ces nouveaux risques et à ces situations d'incertitude. Ma posture est donc toujours de dire que ça ne sert à rien de vouloir rassurer. On a essayé de le faire au moment de Tchernobyl, il y a, écoutez, exactement en ce moment même, 25 ans dans notre pays. On a dit, c'est pas la peine d'affoler la population avec quelques becquerels supplémentaires, les excès de risque sont évidemment complètement ridicules, c'est même pas la peine d'affoler la population. 25 ans après, quand on parle de Tchernobyl à n'importe qui en classe de seconde, on vous dit immédiatement « Ah, Tchernobyl, le nuage qui s'arrête à la frontière ». Phrase qui n'a au demeurant jamais été prononcée, contrairement à ce qu'on croit, mais qui est inscrite de façon indélébile dans notre imaginaire collectif, de façon indélébile. Bon. Ça, il ne faut plus que ça se reproduise. Ça ne sert à rien de vouloir rassurer une population. Il faut mettre les cartes sur table, reconnaître la possibilité d'un risque, en débattre avec elle. En même temps, lui expliquer que démontrer l'absence de risque est impossible. Quand on met dans la bouche d'un ministre une phrase comme « Tant qu'on ne m'aura pas démontré l'innocuité des OGM, je serai contre leur mise sur le marché », on lui fait dire une absurdité scientifique. Et ça, là-dessus, les institutions d'éducation ont leur rôle. Éviter les positions binaires. On ne peut plus construire une société de la complexité en étant pour ou contre. Il faut absolument sortir de ça, mais en France, on a du mal, parce que les Jacobins, les Girondins. Il faut tenir compte de ça, parce que même quand les incertitudes sont relativement modérées, comme par exemple au moment de la pandémie, la menace de pandémie H1N1, ne pas tenir compte de cette dynamique sociale, c'est s'exposer à des échecs. Donc voilà, moi, fort de tout ça, je me suis dit, est-ce que c'est faisable ? Eh bien, expérimentons. C'est dans cet esprit que j'ai créé le nanoforum du CNAM, avec ce triptyque « écouter, comprendre et respecter ». Une expérience de démocratie en se disant « on n'est pas là pour fournir des réponses, commençons par se mettre entre nous pour poser les bonnes questions ». Comprenons les positions des uns et des autres. Ne cherchons pas à les convaincre. Vous n'avez pas cherché à convaincre quelqu'un quand vous n'avez même pas compris la logique de sa position. Ce travail n'était pas fait. Il faut commencer par ça. Réduire les asymétries d'information, parce qu'entre décideurs, industriels, scientifiques, société civile, il est plus ou moins difficile d'avoir accès à de l'information. Et ceci, dans une société démocratique, pose problème. Et enfin, fournir une base de dialogue itératif. Un jour, un participant au nanoforum du CNAM, lequel n'a jamais été interrompu par les manifestants, je vous rassure, m'a dit « Vous faites de la maïeutique ». Alors j'ai ouvert mon dictionnaire et je me suis dit « Tiens, dans le fond, je n'y avais pas pensé, mais il a raison, parce que la maïeutique est la méthode par laquelle Socrate, fils de sage-femme, disait « Accoucher les esprits des pensées qu'ils contiennent sans le savoir, c'est une méthode suscitant la réflexion intellectuelle. » Je pense que la nouvelle gouvernance des risques dont notre société a besoin est effectivement une gouvernance de maïeutique. Est-ce que cela a eu des résultats concrets ? Il me semble. Quand la Commission nationale du débat public a commencé à travailler, elle a fait ce qu'elle s'appelle un dossier d'acteurs. J'ai proposé aux acteurs du nanoforum du CNAM que l'on rédige ensemble un texte, non pas pour dire c'est bien ou c'est pas bien, on est pour, on est contre, pour définir les enjeux. Regardez qui est signataire de ce texte. Les grandes administrations centrales qui étaient impliquées là-dedans, des grands réseaux associatifs comme
WWF, France Nature Environnement, des gens, des collègues avec qui je ne suis pas forcément d'accord, comme François Eval sur le principe de précaution, mais quand même, ça ne nous empêche pas de travailler ensemble, des experts scientifiques, des médias. Et tous ces gens-là ont signé le même texte disant à la Commission nationale du débat public « Les nanotechnologies posent des problèmes nouveaux, il faut faire évoluer les modes de gouvernance des activités à risque ». Il n'y a pas dans ce texte de solution. Mais ma conviction, c'est qu'il est possible d'obtenir aujourd'hui une définition commune des enjeux par des acteurs de bonne foi, et cela ne signifie pas qu'ils vont être d'accord sur les solutions. Mais comment envisager un tel accord si la définition même des problèmes n'a pas été partagée? Et c'est ce que cette expérience m'a apprise. C'est que lorsque l'on tente d'obtenir un accord prématuré de la population par rapport à un questionnement dont la maturité est insuffisante, on provoque une crispation des positions qui ne peut se traduire que par un affrontement binaire entre les pour et les contre. Et dans la société de précaution dans laquelle nous sommes, c'est les contre qui vont gagner, en tout cas au niveau de l'opinion. Et ceci créera un climat défavorable à l'innovation. Récemment, dans le baromètre de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est une excellente source de connaissances sur ce qui structure l'opinion face au risque, il y a une question qui a été introduite, et regardez, c'est un consensus total. Une structure réunissant des experts scientifiques, des décideurs politiques, des industriels, des associations, des citoyens, et dont le but serait de s'occuper des situations à risque, serait, selon vous, 95% utile. Je termine en vous disant que, évidemment, quand on est en mesure de quantifier un risque, sa gestion en est considérablement simplifiée. Lorsque j'ai été confronté à la transmission transfusionnelle du prion, c'est parce que j'ai forcé les agences de sécurité sanitaire à évaluer et à quantifier les risques, malgré les incertitudes existantes, qu'on a pu gérer le problème de façon à peu près rationnelle et pas trop émotionnelle. Problème au demeurant qui s'est traduit, je le signale, par une abstention décisionnelle, ce qui veut bien dire que ceux qui disent que le principe de précaution conduit toujours à une surenchère n'ont jamais pris une décision de précaution de leur vie. Plus l'incertitude est grande, en revanche, et plus elle doit être réfléchie et débattue dans des cercles larges, pas seulement des cercles de scientifiques, pas seulement des cercles de décideurs, et pas seulement des cercles d'industriels. Je n'ai jamais rencontré, dans 25 ans d'expérience en sécurité sanitaire, des centaines de débats publics que j'ai été amené à faire dans des contextes divers, je n'ai jamais vraiment rencontré une demande de risque nul, contrairement à ce qu'on dit parfois. Une demande de zéro mépris, certainement. Qu'on ne prenne pas des décisions sur des risques concernant des gens sans leur en parler, sans en débattre avec eux, oui. Les gens le savent que le risque fait partie de la vie. Ceux qui écrivent qu'il y a un refus du risque nul l'écrivent à partir de... Je ne connais aucune étude d'opinion, je n'ai aucune expérience personnelle qui montre ça. C'est le zéro mépris que les gens demandent et non pas le zéro risque. Le facteur clé de l'innovation faisable est la confiance tout autant que la connaissance. Nous avons une société de confiance à construire et il me semble qu'ici, la grande question que je livre à notre réflexion est celle-ci. Est-ce qu'avec la rapidité croissante de l'innovation biomédicale que les nanotechnologies illustrent bien, cette rapidité croissante est-elle compatible avec un processus socio-technique partagé? Avec quels moyens et avec quels outils peut-on résoudre cette tension? Merci beaucoup de votre attention.